Bonjour et bienvenue sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs. Alors ce soir, Stéphane Laborde n'est pas là puisqu'il est en Espagne pour s'occuper des filiales espagnoles. Et oui, puisque Diagonale, ça devient international. Et nous sommes donc ici ce soir plusieurs, puisque nous avons un invité d'honneur, un invité qu'on aime bien à Diagonale. Il s'agit du jeune grand maître international français, Laurent Fraissinet. Alors bonsoir Laurent. Bonsoir Éloi. Alors tu es ici, tu reviens de la Mitropa Cup déjà pour ton actualité personnelle où tu as fait le score de 7 sur 8. Voilà, tout à fait. Très impressionnant donc. Donc un très bon, je suis assez content de mon résultat évidemment. Et donc même de la manière dont ça s'est passé, j'ai plutôt bien joué dans ce tournoi. Plutôt bien joué dans ce tournoi, donc tu as fait une performance à plus de 2700 points Elo. J'ai fait une performance à 2767 points Elo, donc ce qui m'était jamais arrivé. Et donc c'est vrai que ça me donne un bon résultat et donc quelques points Elo gagnés. 2767 points Elo, c'est le classement des tout meilleurs joueurs du monde et ça tombe bien puisque nous commentons donc aujourd'hui le championnat du monde FIDE d'échecs, 3e tour, avec déjà des résultats intéressants, notamment donc il nous restait deux Français en lice après 2 tours. Il s'agissait d'Igor Nataf et de Vladislav Tkachev. Et bien nous en avons perdu un au passage puisque Igor Nataf s'est imposé malheureusement dans son match contre la surprise du tournoi, Raphaël Leitao, qui avait déjà sorti Joël Lautier. Alors Laurent, tu as joué avec Igor aux Olympiades, donc tu l'as vu récemment. Il avait fait un mauvais résultat là-bas et il avait très bien démarré ce championnat du monde. Donc comment est-ce que tu vois cette élimination ? Tout à fait, il avait très mal joué aux Olympiades et c'est vrai que là il avait fait 2 très bons matchs, de fantastiques matchs vu que Short avait quand même été le candidat de Kasparov en 93 pour le titre de champion du monde, donc c'est quand même une référence dans le milieu échiquéen. Et donc c'est vrai que cette élimination, moi je pense qu'il a été très fatigué par son match contre Short parce qu'il faut voir qu'il a joué des partages, donc il a joué 4 parties dans les départages je crois. Oui, rappelons que ce championnat est très très physique puisque les joueurs enchaînent très rapidement. Il y a 2 parties longues, ça prend 2 jours, les parties de semi-rapide et tout de suite le lendemain on rejoue. Voilà, donc il jouait le lendemain et donc c'est vrai qu'il a fait une mauvaise partie, même à ce qui paraît, Leitao a proposé nul dans cette partie et donc Igor, pensant qu'il était mieux, a refusé pour essayer de gagner, mais bon, c'était peut-être pas la meilleure solution vu qu'il devait être fatigué malgré l'euphorie d'avoir battu Nigel Short. Donc Igor refuse la nulle. Dans la partie où il allait noir, il avait égalisé, semble-t-il, assez facilement. Ensuite, il fait des erreurs et retombe dans une finale mauvaise avec un pion de moins que Leitao transforme. Évidemment, Leitao, c'est un très très bon technicien, donc pas facile. Et dans la deuxième, il n'a pas vraiment saisi sa chance, Igor. Tout à fait, il était probablement moins bien quand il fait nul, mais je pense que quand même, dans l'esprit du championnat du monde, faire nul en 25 coups, même si on est probablement perdant, je ne pense pas que ça soit trop dans l'esprit et qu'il faut jouer jusqu'au bout, il faut tenter sa chance et tant pis, bon, si on perd, ça fait quelques points Elo, mais c'est vraiment pas important par rapport à ce qu'il y a au bout du championnat du monde. Igor Nataf donc éliminé, notre Français a arrêté ici sa course vers le titre de champion du monde, mais c'est pas grave puisqu'il en reste un, il reste Vladislav Tkachev. Qui est kazakh mais français d'adoption, on va dire, Laurent, puisqu'il habite à Cannes maintenant, oui, il parle français. Il est sous le code France et il n'a pas encore la nationalité, disons. Oui. Alors, il a battu le jeune ouzbek Kazimjanov. On va revenir sur l'intégralité des matchs un peu plus tard. Donc, quelques remarques générales déjà. Qualification de Anand, Barayev et Topalov très facilement sans les matchs de départage. Et par contre, il y a eu beaucoup de matchs de semi-rapide, beaucoup d'égalités dans ce 3e tour. Oui, il faut voir que les joueurs ont généralement peur de l'un de l'autre et donc c'est vrai que c'est pas étonnant de les voir faire 2 nuls rapides dans les parties longues et la jouer en semi-rapide où tout peut se passer et ils se disent qu'ils ont certainement plus de chances de jouer en semi-rapide et aussi ils sont certainement très fatigués par ce rythme infernal de jouer chaque jour un joueur très fort et d'être obligé de gagner pour continuer le championnat. Oui, d'un autre côté, c'est quand même éprouvant pour les nerfs ces semi-rapides. C'est-à-dire qu'on joue notre qualification toujours à un coup près qui se joue sans trop de réflexion, puisque c'est des parties de 25 minutes par joueur, c'est donc pas énorme. Ensuite, 15 minutes en cas de nouvelle égalité, ensuite des blitz. Donc on peut jouer la qualification, c'est-à-dire le titre de champion du monde finalement, sur un blitz. Oui, tout à fait, mais ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, quand on voit le match Tkachev-Kasimjanov, où il y a eu 2 nuls en 15 coups dans les parties longues, ils ont quand même 2 jours pour se reposer, pour se préparer sur ces semi-rapides. Donc c'est mieux que de donner, imaginons qu'ils se donnent 2 jours à fond dans les parties et qu'ils fassent quand même nul, ça serait terrible. Déjà même celui qui gagne ce tour-là a pratiquement aucune chance de gagner le tour d'après vu qu'il sera complètement fatigué et face à un joueur qui par exemple a fait 1,5, 0,5 en gagnant avec les blancs et en assurant avec les noirs, il n'aura aucune chance. D'après toi, faire 2 nuls dans les parties longues pour jouer en semi-rapide, c'est une sorte de gestion de tournoi? Voilà, tout à fait. C'est les joueurs qui se sentent forts en semi-rapide évidemment.
et qui ont l'intention d'aller loin, comme Vladislav Katchev, qui a de très bonnes chances. Je pense que Vladislav Katchev, même s'il a eu des semi-rapides difficiles, est certainement en meilleure forme que d'autres joueurs. C'est vrai que Vladislav Katchev, on le connaît, Mr Blitz de son surnom, eh bien, il est très très fort en semi-rapide. Il a donc battu Kasimdzhanov, qui lui également est très fort. Donc il est passé, et on reviendra après sur les appareillements du 4e tour, qui vont être explosifs et très très chauds. Alors maintenant, pour continuer cette émission, on va regarder tous les matchs un à un. Donc premier match, évidemment, le grand favori, il s'agit de Vishwanathan Anand, qui jouait contre Elpoutian, le joueur arménien. Alors évidemment, Anand, gros favori. Oui, évidemment, c'est clair que, surtout avec les Blancs, je crois qu'il a bien mené son match, où il a fait une nulle avec les Noirs dans la première partie assez facilement. Et avec les Blancs, il a fait comme d'habitude, il a un peu déroulé. Et même si Elpoutian avait de bonnes chances de faire nul d'après lui, le problème c'est que Elpoutian avait que des chances de faire nul. Donc même s'il faisait nul, c'était pas dramatique pour Anand. Et donc c'est le genre de joueur, Anand, qui joue sans risque pendant toute la partie. Et c'est vraiment jouer avec les Noirs contre lui, c'est vraiment un supplice parce qu'on joue toute la partie, on se défend toute la partie pour faire nul. Donc c'est ce qui peut arriver de pire pour un joueur d'échecs. Tu n'as jamais joué contre Anand? J'ai jamais joué contre Anand, non. D'accord, donc pour l'instant, tu n'as pas connu le supplice. À noter que Anand, effectivement, on le rappelle à chaque émission spéciale, il est là-bas chez lui, puisqu'il est indien et il joue en Inde. Donc il y a toujours systématiquement une dizaine de caméras de télé braquées sur lui en permanence. Il a une grosse pression et apparemment ça ne lui pose pas de problème, il gère bien. Pour l'instant, il a gagné ses 2 matchs facilement. Après Anand, il y a la surprise, la grosse surprise de ce championnat. Il s'agit de Macieja, le Polonais. Laurent, tu as dit toi-même qu'il n'était pas très fort. Et là, il a remporté son match contre Beliavski, après avoir battu donc Krasenkov déjà au 2e tour, ce qui est pas mal. Oui, ce qui est très, très, très bien pour lui. Hein. C'est une très bonne performance. C'est vrai qu'il il est un peu teigneux, quoi. C'est un peu son style, il est un peu teigneux et donc il s'accroche. Et il a fait 2 nuls dans les parties longues dans les 2 matchs. Et après, en semi-rapide, il se bat jusqu'au dernier pion. Et dans ce style de championnat, c'est un style qui peut aller loin. Oui, il avait battu Spielmann au premier tour, ce qui était déjà pas facile. Donc il a l'air très solide et je crois que tu as déjà joué contre lui et tu l'avais battu. Voilà, tout à fait. Donc tu aurais pu peut-être être à sa place à ces championnats du monde. Voilà, oui. En tout cas, à noter effectivement que sur une partie, on est capable de battre n'importe qui, en tout cas pour ce qui est de Laurent. Enfin, il faut rappeler quand même qu'il a le même classement Elo que moi. Ouais, 2536, c'est la surprise de ce tournoi. Il est polonais et il s'agit de Macieja. Ensuite, nous arrivons à un match phare, le match Kalifman-Leko. C'était vraiment ce qu'on attendait, le match explosif de ce 3e tour, avec un résultat tout à fait fabuleux. Alors, on va déjà rappeler un peu l'histoire de ce match, c'est-à-dire que les 2 joueurs se sont rencontrés à Budapest en janvier 2000, il y a de cela 11 mois. Et Peter Leko, donc Kalifman venait d'être champion du monde, hein, tout simplement, puisque c'est le champion du monde sortant. Peter Leko, c'est un jeune Hongrois qui a 22 ou 23 ans et qui est 5e mondial au classement Elo. Et Peter Leko l'avait emporté 4,5, 1,5, c'est-à-dire 3-0, 3 gains avec les Blancs et 3 nuls avec les Noirs. Ensuite, ils s'étaient re-rencontrés, Kalifman avait pris sa revanche au tournoi de Linares. Et là, ils se rencontrent donc à élimination directe. Match très 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 chaud, Laurent. Tout à fait. Et ils s'étaient aussi rencontrés aux Olympiades. Et Leko avec les Blancs avait gagné et il fallait voir la tête de Kalifman qui semblait dire qu'il avait marre de perdre contre ce type-là, quoi. Et donc, c'est vrai que Kalifman, à mon avis, a dû bien s'appliquer et bien se préparer contre Leko. En voyant déjà le tableau, il a dû préparer son match contre Leko, c'est sa bête noire. Hein. Oui, effectivement, c'est la bête noire de Kalifman. D'ailleurs, si vous voulez revoir ce match Kalifman-Leko, vous pouvez aller dans les différentes diagonales. On était allé à Budapest en janvier dernier et on avait ramené un reportage avec interview de Kalifman et de Peter Leko. Donc vous pouvez voir ça dans les archives. Alors en revenant longuement sur la fameuse flèche, vous arriverez sur ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 nuls dans les parties longues, ça va, Kalifman tient le coup. Ensuite, première série de parties rapides, 25 minutes chacun, encore 2 nuls. Vraiment, les joueurs sont solides. Encore une nouvelle série de parties de 15 minutes cette fois, 2 nuls encore. Donc là vraiment, ils n'arrivent pas à se départager, ils ne savent pas quoi faire. Et là on arrive de dans les blitz mort subite, c'est-à-dire les Blancs ont 4 minutes et les Noirs 5, avec rajout de 10 secondes par coup. Ça serait pas plutôt l'inverse? Les Blancs ont 5 minutes, non? Non, puisqu'en cas de nul on continue. Ah, en cas de nul on continue. En cas de nul on continue. Alors c'est mort subite, mais pas tout à fait quand même, puisque si c'est nul on continue. Mais les Blancs partent avec un léger handicap, puisqu'ils ont 4 minutes, les Noirs en ont 5. Mais ils ont les Blancs, ce qui est un gros avantage. Ils ont les Blancs, ce qui est quand même un avantage. Donc là, nul dans la première, on se demandait quand est-ce que ça allait s'arrêter. Donc Kalifman a les Blancs dans la deuxième, dans cette série qui théoriquement peut continuer indéfiniment. Et là, superbe partie d'Alexander Kalifman qui gagne, donc qui bat Peter Leko, qui sort Peter Leko de la course au titre. Alors est-ce que c'est surprenant ce résultat?
Je pense que quand même, oui, c'est une surprise parce que même si Kalifman est champion du monde, on attendait l'Eco à montrer des résultats ces derniers temps où il perd jamais, c'est ça, mais c'est un peu, c'est une force, mais c'est un peu, il gagne pas souvent non plus. Mais donc c'est pas, c'est clair qu'il perd jamais, il gagne de temps en temps. Donc là, c'est un peu dangereux dans ce genre de match où il peut faire 2 nuls et aller en semi-rapide. Mais c'est aussi une force parce que quand on perd jamais dans un match, en général, oui, on ne perd pas le match. On ne perd pas le match. Tout voilà, à fait. Comme Kramnik face à Kasparov, il ne perd pas et donc il a gagné le match finalement. Oui, donc finalement, Kalifman a gagné le match, il n'a pas perdu de partie. Pour l'instant, il n'en a pas perdu depuis le début de l'épreuve. Donc là, c'est la partie qu'on va vous montrer aujourd'hui. Enfin, c'est une des parties, on va vous en montrer plusieurs. Donc la partie, la 7e partie du match Kalifman-Leko, voire même si, bon, je ne sais plus. Bref, la dernière partie du match Kalifman-Leko, Kalifman a les blancs. Donc on va vous montrer cette partie tout de suite. Voilà. E4. Donc c'est un blitz. Il y a 5 minutes contre 4. C'est Leko qui a 5 minutes. E4, E5. Cavalier F3, cavalier F6, c'est la Petrov, très à la mode. Ouais, tout à fait, oui. D'ailleurs, je crois que Leko en avait joué avant, c'était un peu le débat du match. La défense Petrov avec les Noirs, Leko avait fait nul assez facilement à chaque fois. Donc, il continue sur cette voie. Cavalier prend E5, voilà, c'est D6, normal. cavalier F3, cavalier prend E4. Alors effectivement, comme c'est un blitz, les joueurs ont dû jouer extrêmement vite cette série de coups qui est très connue. Oui. D4, D5, toujours la lutte pour le centre, les pions qui se croisent. Donc les blancs contrôlant la case E5 et les noirs qui contrôlent eux la case E4. Donc tout ça c'est très logique. Fou D3, fou D6, petit roc, on met le roi à l'abri, petit roc. Maintenant C4, on attaque tout de suite le centre. Ouais, tout à fait, on essaie les noirs en avant-poste en E4, enfin le cavalier en E4, donc il faut essayer de déstabiliser ce cavalier et donc de s'attaquer à D5. Donc là, les noirs réagissent par C6, très logique. Ouais. Pour l'instant, on se demande un peu où peut être l'avantage des blancs dans la mesure où la position semble à peu près symétrique. Hein. Ouais, tout à fait, en plus. Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un avantage dans cette variante? La question est posée, mais bon, j'en sais rien. C'est un peu le problème de la théorie moderne, c'est qu'on ne sait pas où est l'avantage. Pion prend D5, pion prend D5. Donc pour l'instant, tout est très calme, la tension n'est pas encore montée. Enfin, à noter quand même qu'en regardant cette partie en direct, on a des frissons, puisque y en a qui aiment bien Kalifman, il y en a qui aiment bien Leko, et la faute peut arriver à n'importe quel moment, et la partie peut se jouer vraiment très très vite. Cavalier C3, cavalier prend cavalier, pion prend. Bon, normal. Fou G4, les noirs sortent toutes leurs pièces. Tout à fait. Pas de combinaison pour l'instant. Tour bien, on met la tour en jeu. Donc ici, la tour crée une menace directe sur le pion B7. Et en même temps, elle envisage de temps en temps de passer par la case B5. Oui. Pour aller attaquer le pion D5. Oui, ce qui est pas idiot. Ce qui n'est pas idiot. Cavalier D7, là, je crois qu'il y a un piège, Laurent. Il y a un piège. Oui, c'est-à-dire que les noirs n'ont pas défendu le pion B7. Oui, tout à fait. Donc les blancs peuvent le prendre. Les blancs peuvent le prendre. Alors, et d'ailleurs alors là, bon, c'est un peu une question piège parce que je connais cette variante. Ah d'accord. Il faut jouer cavalier B6. Cavalier B6 enferme la tour. On enferme la tour et après on vient la ramasser, soit avec fou C8, soit avec d'autres choses. C'est assez compliqué. On peut prendre le pion, mais ça conduit en général à des positions qui ne sont pas meilleures pour les blancs. Donc on ne le fait plus. Après cavalier D7, le coup, bon, joué par Kalifman, c'est H3, coup un peu intermédiaire. On prend la paire de fou, ce qui... Oui, alors non, parce que fou H5. Alors effectivement, dans la position précédente, oui, on propose au noir de jouer fou prend F3, dame prend. Oui. À ce moment-là, on aurait pris la paire de fous, on attaquerait le pion en D5 et on aurait des belles chances d'attaque. Oui, tout à fait. Avec les deux fous. Donc H3, les noirs gardent ce fou et effectivement, il peut revenir en défense sur la case G6, faire une structure blindée. Là, Alexander Kalifman attaque avec tour B5, une attaque latérale, donc attaque le pion D5. Voilà. Cavalier B6, c'est la défense. C4. Je crois que c'est le coup qui a été plus ou moins mis à la mode dans la partie Chirov-Kasparov. Kasparov-Chirov. Kasparov-Chirov. Kasparov-Chirov, exactement. Enfin, moi, je suis pas très au courant de cette vente vu que je diverge un peu avant. Donc, disons que après C4, oui, l'idée c'est que le fou en H5 est pas très et donc ils vont être obligés de faire. C'est cloué, le pion D5 est cloué, donc forcément le fou va être obligé de bouger, ou alors le pion D5 va être perdu. Et en plus, ça menace C5. Donc, cloué, ça veut dire qu'on ne peut a priori pas prendre C4 puisque le fou H5 sera en prise. La menace des blancs, c'est d'avancer le pion encore une fois, donc qui ferait donc une fourchette, attaquant avec le cavalier B6 et le fou D6. Donc ça, c'est le truc. Maintenant, variante simple, si les noirs avaient joué pion prend pion. Pion prend pion. Je crois qu'on joue fou prend H7. Voilà, je suis même sûr. Fou prend H7.
Après roi prend, on prend avec la tour. Et là, on a une très très belle attaque, dans la mesure où il n'y a plus aucune pièce à la défense du roi noir. Je crois que c'est mat bientôt en plus. Mat bientôt, donc on développe avec G5. Menace tour H8 déjà. Menace tour H8. Donc des très belles chances d'attaque dans cette position. Évidemment, c'est pas acceptable. Sur C4, il y a une autre solution que joue Peter Lecco, qui est bien connue, c'est fou prend F3. Dame prend. Voilà, tout à fait. Bon, c'est un sacrifice de pion des blancs, hein, mais disons qu'il y a la paire de fou, il y a la tour qui joue, il y a la dame qui va jouer. Et je pense que on récupère le pion de manière forcée de toute façon. Donc voilà, donc c'est en fait ce qu'on appelle un pseudo-sacrifice de pion. Voilà, c'est pas vraiment un sacrifice. Pion prend C4, effectivement sur le coup on a perdu un pion. Maintenant effectivement on va avoir du jeu. Fou C2, tranquille. Donc on voit les deux fous blancs qui sont orientés vers le roi de Peter Lecco. La tour blanche qui peut revenir très vite soit sur la case G5, soit sur la case H5, avec gros effets. Et puis la dame blanche évidemment qui est bien placée également. Dame D7, attaque la tour. Voilà, attaque la tour, défend B7, donc coup multifonctionnel, qui est connu par la théorie aussi. Il me semble que j'ai déjà vu tout ça. On est encore dans la théorie. A2, A4. Voilà, donc ça c'est un coup qui défend la tour et qui plus tard peut-être menacera A5. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que s'il y a A5, le cavalier n'a pas tellement de cases. Il en a une en C8. Oui, c'est pas grave. Mais c'est pas très agréable. D'accord, donc l'idée peut être de jouer à 5 et en tout cas, dans l'immédiat, c'est de défendre la tour B5. Tout à fait. Tour F8. Alors maintenant, fou E3. Les blancs se développent. C'est un sacrifice de pion vraiment à long terme, ce qui est en train de se passer. Mais disons que le pion B7 ne sera pas défendu. Disons que les blancs menacent de doubler sur un colonne B et de jouer à 5. Voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. Avec 2 tours. Et A5, et le pion B7 va être perdu de toute façon. D'accord, donc très délicat. Tour AD8. Tour FB1. Donc les noirs, est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à leur jeu? Parce que pour l'instant, ils ont mis leur tour au centre. La dame en D7 est pas si mal, le fou en D6 non plus, le cavalier B6. Quel est le défaut en fait de cette position pour les noirs? Le défaut, c'est surtout les avantages des blancs qui ont la paire de fou et qui vont certainement récupérer le pion B7 et donc plus avoir de pion de moins. Et c'est vrai que si la tour va en B7, c'est la 7e traverse et là, ça va être terrible. D'accord, donc les blancs en fait ont a priori suffisamment d'activité pour pouvoir récupérer leur pion avec donc ce qu'on appelle les intérêts. Voilà, tout à fait. Fou C7. Donc c'est pour, à mon avis, c'est sur A5, cavalier bouge. Déjà, le cavalier va en D5 maintenant. Voilà, ça c'est important. Et donc, tour prend B7, la dame ne sera plus attaquée, donc ça a l'air pas mal. Donc l'idée de fou C7, c'est que ça libère la dame et la tour vers la case D5, ce qui permet donc au cavalier d'y aller. Tout à fait. Fou E4, Kalifman veut pas. Il veut pas. Il est très méchant. À noter que ce coup, le coup fou E4, donc est pas mal, puisque contrôle encore une fois la case D5. Oui, sacrifier encore un pion. Mais donne le pion à 4. Alors, Peter Lecco prend le pion, et c'est là que ça commence. Là, ça commence à devenir extrêmement chaud, cette partie. Voilà, tout à fait. Donc rappelons que c'est un blitz, quand même important. Un blitz, ça veut dire 5 minutes contre 4. Ça va très vite. Tour D5, attaque la dame. Je pense que la menace sur tour prend B7, il devait y avoir quelque chose comme cavalier C3 qui faisait... Donc, dans cette position, tour prend B7. Ça, c'est une variante qui n'a pas été jouée. Laurent Fraissinet, tu proposes qu'il y ait C3. Oui, ou tour prend E4. Alors, c'est la même idée, tour prend E4. Tour prend E4, oui, elle a l'air pas mal. Donc ça, c'est un sacrifice de qualité apparemment, parce que sur dame dame prend E4. Maintenant, on fait cavalier C3. D'accord, donc attaque et la dame et la tour. Et puis a priori, donc, une fois qu'on aura repris là, on aura toujours un pion de plus. Voilà, avec, et maintenant le fou en E3 fait grise mine. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi à changer des pièces, un peu atténuer l'attaque. Et un pion de plus en finale. On ne sait pas si on va gagner, mais... Donc tour prend B7, en fait c'est encore un petit piège. Le pion B7, on peut toujours pas le prendre. Je pense qu'à mon avis, Kalifman avait dû avoir cette position avant chez lui. Parce que c'est des coups logiques des noirs et des blancs, enfin surtout des noirs, donc c'est pas très dur à prévoir pour les blancs. Et un joueur de ce niveau en général va assez loin dans les variantes. Et quand c'est des coups logiques comme ça, à mon avis, il avait déjà tout prévu. Donc quand tu dis qu'il a déjà tout prévu, c'est-à-dire qu'à la préparation, il a analysé dans sa maison, il a regardé cette position. Et il a pensé que c'était mieux pour les blancs. D'accord. Donc tour D5, attaque la dame, parce que Peter Lecco lui aussi a analysé quand même. Probablement. Fou D6. Je pense que les coups des blancs sont un peu plus compliqués que ceux des noirs, A4, tour FB1, fou E4, bon, même si c'est pas très... Pour l'instant, positionnellement, on peut quand même dire que les noirs ont l'air complètement gagnants, puisqu'ils ont 3 pions passés liés. Donc ça veut dire que dès qu'ils peuvent souffler, ils les avancent et c'est terminé. Ouais, statiquement, disons qu'ils sont gagnants. Mais maintenant, c'est un jeu dynamique de la part des blancs. Donc, statique et dynamique, c'est rapide et lent. Voilà, oui, en gros. Donc ces avantages sur le long terme des noirs sont indéniables, mais
C'est vrai que le petit roc, là, on s'aperçoit qu'il est faible et qu'il va sûrement être attaqué. Donc, le petit roc des noirs. Alors pourquoi le petit roc est faible? On l'a déjà dit en fait dans la dernière émission de Diagonale où tu n'étais pas là, Laurent. Dès que le cavalier F6 est parti, dès qu'il n'est plus là, eh bien il y a toujours des attaques sur le petit roc. Donc là tout simplement le cavalier est parti très loin. Il y a les deux fous, il y a la tour, il y a la dame. Bon, ça commence à faire beaucoup. Un bon potentiel d'attaque. Donc il faut attaquer le roi. C'est le mot-clé de cette partie. À l'attaque. Tour H5. Attaque le pion H7. Donc, avec et le fou et la tour. Hein, ça fait 2. Voilà. G6 est à peu près forcé. Il y avait H6 aussi, mais je ne sais pas si c'était exactement. Fou. Voyons H6, peut-être. Alors H6 c'est une variante, bon c'est possible, ça n'a pas été joué. H6, on peut jouer tour prend M7. Oui, tour prend M7 qui ramène la deuxième tour à l'attaque. Et puis il y aura le pion F7 derrière. Voilà. Donc ça effectivement c'est un problème. En plus tour prend M7 et si le fou revient, il y a fou C6 qui gagne une. Oui, il commence à y avoir énormément de problèmes. Donc là, il faut jouer G6 à la place de H6. Pourquoi? Eh bien parce que ça contre-attaque sur la tour H5. Voilà, tout à noter qu'on sent déjà qu'il commence à y avoir des problèmes. Oui, oui ça. on sent que ça joue, parce que là, Kalifman joue tour prend B7. Voilà, ça veut dire qu'il a sorti toutes ses pièces, c'est super, parce qu'il a en fait dans cette position, il a une tour en B7, une tour en H5 pour aller en H7. Le fou en E4 qui est partout, qui peut aller en C6, attaquer le cavalier, la dame et la tour, donc il peut aller, il peut faire très mal. En plus, mais c'est quand même très dangereux pour Ebler en blitz d'avoir ce. Je pense que s'il n'a pas étudié chez lui, c'est quand même dangereux de mettre en plus, de laisser une tour en prise, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc en blitz, je pense qu'il avait regardé. Oui, c'est vrai que ce genre de position, on a plus envie de les jouer avec les noirs quand on ne connaît pas, dans la mesure où on sait qu'il y a des bonnes chances qu'on puisse défendre. Et puis c'est pas évident que l'autre puisse réussir son attaque. Tout à fait. C'est pas clair. Fou C7. Voilà. Donc là c'est forcé en fait ce coup tout simplement. Et maintenant, Kalifman, donc il y a sa tour H5 en prise, il faut bien le rappeler, et la replace en D5. Il revient en fait. Donc la tour a fait son travail, elle a affaibli les noirs. Oui. Et donc en plus maintenant on peut s'apercevoir que le fou de case noire des noirs, qui pouvait défendre avant les cases du roc en G7, en revenant en F8 par exemple, a été dévié en C7. Et donc ça peut être très important, parce qu'on peut faire fou H6, dame F6 par exemple, et c'est mat. Fou H6 et dame F6, oui tout à fait. Alors ça c'est un thème. Le fou et la dame attaquent sur case d'ailleurs plus tard. On le verra dans la partie. Tour D5 attaque la dame. Dame C8 c'est logique. Tour prend tour. Voilà. Bon, simplification. Tour prend. Et là maintenant. Et là ça y est c'est l'heure. Fou D5. Pas encore. Fou D5, c'était pas l'heure. Kalifman est un. Fou D5. Là c'est le thème sur le pion F7. Voilà. Encore une faiblesse, donc c'est vraiment terrible. Cavalier A4, maintenant on peut regarder que cavalier A4, il fait pitié franchement. Oui, c'est le drame de cette partie. C'est le drame de cette partie, voilà. Le cavalier A4 qui n'est pas du tout dans le jeu, donc on peut dire que les noirs jouent avec une pièce au moins. Ça devient assez problématique ici dans cette position. Alors est-ce qu'on pouvait envisager dame D7 ? Je pense pas qu'on pouvait envisager dame D7, vu qu'au pire, il y a fou prend F7. Au pire, on pouvait prendre en F7, oui, c'est vrai. Et prendre en C7 et jouer avec 2 pions de plus. Dans la mesure où, dans cette position, le but pour les noirs, c'est de défendre le pion F7, donc dame D7, c'est possible. En plus, il y a fou C6, donc il gagne tout de suite. Qui gagne le cavalier. Oui, voilà. Bien vu, Laurent. Fou C6 attaque et la dame et le cavalier. Donc ça, c'est terminé directement. Dans cette position, ça ne va pas. Fou D5, il faut jouer tour D7. Alors maintenant, sur fou C6, qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Sur fou C6 maintenant. Ah oui, alors il y a une pointe ici, il y a tour E7. Il y a tour E7. Oui, avec l'idée qu'on a du fou H2 à la fin, qui fera une découverte. Bon, enfin, il y a de la pointe, mais Kalifman a joué très précis à partir de maintenant. Je crois qu'il a. En fait, tout est forcé jusqu'au gain. Donc, tout simplement, il a joué dame F6. Ça a l'air tellement tentant, ça. C'est vrai que c'est sympa. Alors, la pointe, évidemment, ça laisse le fou en prise, donc les noirs peuvent le prendre. Mais là, il y a fou H6. Et mat pas. Enfin, dame F8. Avec un mat rapide, c'est-à-dire que la dame et le fou menacent de venir sur la case G7, assénant échec et mat. Tout à fait. Donc il n'y a pas de défense, il n'y a pas d'échec intermédiaire, il n'y a rien. C'est tout simplement terminé. Ici, c'est mat dans quelques coups. Donc voilà. Ça, c'est une première remarque. Après dame F6, dans cette position, la menace, c'est fou H6. Elle est elle est très très dure à parer. Peter Leko a trouvé le coup dame D8, mais après, dame prend dame. Donc là, si on prend du fou, eh bien, on va perdre la tour. Il faut donc reprendre de la tour, c'est forcé. Tour prend D8, fou C6. Après une longue série de coups forcés, eh bien, les blancs sortent en attaquant et le cavalier A4 et le fou C7. Tout à fait. Et donc ça gagne une pièce. Ça gagne une pièce, en fait, tout simplement. Donc là, Peter Leko a joué encore quelques coups. Fou B6, fou prend A4, prend D4. C'est une pièce de plus. Tour prend. Pour un pion. Et tour prend A7.
cette position va s'arrêter là. Ça a été transformé facilement par Kalifman, puisque effectivement on a tour fou contre tour pion, donc pas de problème, on va lentement aller chercher ce pion C4 en ramenant le roi au centre, et c'est un gain technique et facile. Donc bon, alors les nerfs sont mis à rude épreuve quand même dans ce genre de match, parce que la partie peut se jouer sur rien, sur très peu de choses. Il suffit que Kalifman fasse une gaffe, et c'est Peter Leko qui est qualifié. Oui, mais c'est dans toutes les parties pareilles, donc je crois qu'à ce haut niveau, il a joué plusieurs parties contre Kasparov, Kramnik et tous les meilleurs, donc je pense qu'ils ont quand même l'habitude et pour eux, bon, c'est un tournoi un peu plus important que les autres, mais c'est quand même un tournoi très très important. Oui, donc très important, effectivement, beaucoup plus important que les autres, puisqu'il y a quand même un titre de champion du monde et beaucoup d'argent. Est-ce que c'est beaucoup plus important qu'un tournoi comme l'Inares où il y a Kasparov, Kramnik et Anand pour la gloire, disons que c'est. C'est un système coupe, c'est un beau tournoi, un très beau tournoi en tout cas. Voilà, donc Peter Leko éliminé, c'est une déception et en même temps Kalifman qualifié, c'est une satisfaction. C'est deux joueurs qu'on aime bien, donc effectivement, c'est dommage pour Peter Leko, mais en tout cas c'est bien pour. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ce match-là un peu plus tard avec plus de parties. Oui, alors attention parce qu'il reste plus beaucoup de joueurs hein, quand même. Oui, d'accord, mais quand même, Kalifman et Leko, il y a le champion du monde et Leko qui est 5e joueur mondial. On aurait pu espérer ce genre d'affiche un peu plus tard. A noter qu'ils étaient dans un groupe extrêmement fort, puisque dans ce groupe, il y avait Leko, Kalifman, Joël Lautier, il y avait également Igor Nataf, Nigel Short, Sutovski, Volkov, Sakaev, que des extrêmement forts joueurs. Je crois qu'il n'y a que des forts joueurs dans ce championnat du monde. Oui, Des joueurs qui savent bien jouer et qui sont au moins. Enfin, la plupart sont en maître déjà, et en plus, en général, ils sont. Il y avait des paquets moins forts quand même, je tiens à préciser ça, c'était pas un Les zonales, facile. de toute façon, quand on regarde la liste des zonos, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de très bons joueurs et que pour se qualifier pour le championnat du monde, il faut être très fort. C'est clair. Donc, Kalifman est passé. Ensuite, match suivant, Lei Tao contre Igor Nataf. Donc ça, on l'a déjà dit dans les titres de cette émission. C'est Igor Nataf qui a été éliminé. J'allais me tromper, j'allais dire qu'il a été qualifié, mais en fait, non. Et oui, il est sorti, Igor. C'est Rafael Lei Tao, le jeune Brésilien, qui n'a que 22 ans, c'est ça, Laurent ? Oui, à peu près. Il est très jeune, très prometteur. Vraiment extrêmement technique. Pour l'instant, il fait un sans faute, Rafael Lei Tao. 3 gains avec les blancs, 3 nuls avec les noirs. Donc, le tournoi parfait, quoi. Contre Joël Lautier, quand même, il a gagné avec les noirs et fait nul avec les blancs. On peut le signaler. Petite correction, petite correction importante. Donc enfin en tout cas en général il gagne la première parce que contre Lautier il avait gagné la première avec les noirs, il avait fait nul avec les blancs assez facilement et donc il essaie de gagner une des deux parties. Et c'est vrai qu'il doit être assez frais pour la fin du temps. Donc effectivement c'est un avantage, il n'a pas joué de semi-rapide. Donc il n'a pas été stressé encore pour l'instant, Rafael Lei Tao. Alors après il y avait le match bulgare. Le match bulgare entre Veselin Topalov et Kirill Georgiev. L'ancien numéro 1 contre le nouveau numéro 1. Donc Kirill Georgiev est beaucoup plus âgé. Topalov c'est une jeune star montante, il a 25 ans. Ou 26, c'est toujours à un an près, je ne sais pas exactement. Donc c'est le favori qui l'a emporté, Veselin Topalov, le nouveau numéro 1 mondial. Match sans bavure. Numéro 1 mondial. Numéro 1 bulgare. bulgare, parce que match bulgare. C'est vrai qu'on a l'impression que ces joueurs-là sont vieux, mais en fait, parce qu'on le voit, on a l'impression qu'on l'a vu il y a 5 ans à l'Inares. On l'a vu il y a 5 ans à l'Inares, mais c'est vrai qu'ils sont quand même très vite allés dans le top niveau et c'est vrai qu'ils sont vraiment jeunes pour toutes les parties qu'on a vues. Donc qualification assez facile de Topalov. Match suivant, Dreyev contre Van Veli. Donc Van Veli c'est le jeune hollandais, Dreyev c'est le jeune russe. Ils sont tous assez jeunes quand même. Oui. Bon alors, Van Veli, pas de chance, il a perdu la première partie avec les pièces blanches. Oui, mais ça a l'air que Van Veli joue toutes ses parties à fond et qu'il est c'est pas Nantes, quoi. C'est pas la sécurité. Disons que quand il a les blancs, il peut perdre. Hein. Tandis qu'à Nantes, on le voit pas souvent perdre avec les blancs. Van Veli est extrêmement bien préparé dans les ouvertures. Il joue beaucoup de variantes à caractère forcé. Et je crois que tu as une petite anecdote avec lui aux Olympiades. Donc j'avais joué ma partie contre Jules Polgard qu'on avait regardé dans Diagonale et donc j'avais perdu à la suite d'une préparation en ayant une heure d'avance et ça lui arrive régulièrement que sa préparation soit réfutée devant l'échiquier. Et donc il est venu me voir en me disant I like your style, donc j'aime ton style, donc voilà, donc c'était assez... Bon, sur le coup, ça m'a pas trop fait rire, mais bon, finalement... Donc en fait, c'est ça. Ce qui veut dire, c'est que donc Loïc Van Veli est très habitué à faire des très longues préparations, c'est-à-dire qu'il travaille à l'avance chez lui. Ensuite, il déroule tout tempo, ça passe ou ça casse, et effectivement, quand il est réfuté par un joueur qui réfléchit dans l'échiquier, eh bien, il a l'air un peu ridicule.
puisqu'à l'arrivée, il a réfléchi 5 minutes, son adversaire a réfléchi 1h30 et c'est lui qui a perdu, c'est donc inattendu. C'est et c'est ce qui t'est arrivé contre Judith Polgar. C'est assez désagréable. Donc là, il a perdu la première avec les blancs et dans la deuxième, il n'a pas réussi à revenir. Andreev, c'est la serrure. Donc quand il a les blancs, c'est pas Van Velde, quoi. On ne force pas la serrure. Voilà, on ne force pas la serrure. En tout cas, Van Velde ne l'a pas forcé, il faut le dire. Ensuite, alors il y a eu un extrêmement beau match, c'est exceptionnel ce qui s'est passé dans ce match. C'est Svidler, donc le jeune russe, ils sont tous jeunes, c'est fantastique, contre Peng, le chinois, donc qui n'est pas jeune, à titre exceptionnel. Donc Svidler, grand favori de ce tournoi, il avait gagné à Bienne cette année, vous pouvez le revoir de ce match, évidemment dans les archives de Diagonale. Grand favori dans ce match. Oui, pas dans ce tournoi. Oui, merci Laurent de cette correction. Et Svidler perd la première partie avec les pièces noires, se fait tout simplement exploser. Il a perdu la première, oui, tout à fait, il a perdu la première. Enfin, il s'est fait exploser, je sais pas, j'ai pas eu l'impression, mais disons qu'il s'est fait. Peng, il est un peu comme tous les Chinois, il a le style un peu rampant et donc il a réussi à viser. Oui, c'est-à-dire que c'était une écossaise où très vite Svidler a été affaibli à une mauvaise structure de pion et ensuite Peng a transformé ça en finale de cavalier. Donc il commence. Qui avait l'air nul d'ailleurs, mais bon, qui a gagné. Oui, qui avait l'air nul, effectivement. Ouais. Enfin, donc on ne sait pas. Pas clair. En tout cas, après la première partie, Svidler menait au score. Et dans la deuxième, alors il nous a fait un feu d'artifice. On va vous la montrer, mais alors vraiment en 3-4 minutes, cette deuxième partie, où Svidler est revenu avant de gagner les semi-rapides. Donc il était obligé de gagner. Voilà. Donc on va très rapidement montrer ça, parce que c'est un moment très fort de ce championnat. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Donc là on va très vite, fou B5, c'est une espagnole. A6, fou A4, cavalier F6, petit roc, fou E7. Tout ça, c'est très connu, bien entendu. H3, tour 8, D4, la grande variante, H6. On va arriver à des moments où... Enfin, l'espagnol, c'est très long, Laurent, comme ouverture. Oui, tout à fait. Les joueurs placent leurs pièces. Voilà, c'est un long jeu de manœuvre et celui qui manœuvrera le mieux va gagner la partie. Alors ici, il y a noté quand même qu'il y a une blague qui a circulé parmi quelques joueurs d'échecs. C'est que Peng est un gros spécialiste de l'Est indienne et qu'il arrive à jouer l'Est indienne même contre le coup E4. C'est-à-dire que là, c'est commencé comme une espagnole, et maintenant on reconnaît toutes les caractéristiques de l'Est indienne, c'est-à-dire les blancs ont le centre, et les noirs ont mis leur fou en fianchetto. Voilà. Donc ça ressemble un peu de loin. Ça a l'air mieux qu'une estonienne quand même pour les blancs, vu que le fou blanc, les deux fous ont l'air mieux placés que dans une vraie estonienne. Donc, alors là, Laurent, je crois que tu fais fausse route, mais effectivement, en tout cas, ça avait l'air plutôt prometteur pour les noirs. C6, B4, pion prend D5, pion prend D5, cavalier H5, cavalier B3. Il y a une petite combinaison à la fin qui est extrêmement jolie. Cavalier F4, cavalier A5, tour C8, fou B3. Et là, ça y est, bon, évidemment, les noirs, c'est l'heure de l'attaque. G5, alors l'idée, ça peut être de ramener le cavalier en G6, ça peut être éventuellement de jouer le coup F5. Beaucoup d'idées. Cavalier H2. A noter que le cavalier en F4 est indélogeable, puisque dès qu'on joue G3, le pion H3 sera en prise. Cavalier C6, attaque la dame. Donc évidemment, c'est une invitation, c'est un sacrifice de pion. Après, il faut prendre C6, pion prend, tour prend. Les noirs gagneraient un pion. Mais le fou de case blanche deviendrait... Le fou B3 se réveillerait. Oui. Et puis la dame blanche aussi. Et puis la tour blanche arriverait. Donc ça va pas. Peng, il dit, ton cavalier en C6, super, garde-le, j'en veux pas. Cavalier G4, attaque la dame. Faut la prendre. Voilà, tout à fait. Faut prendre le cavalier. Donc maintenant, on peut voir que quand même la bataille du côté de l'Eldam est gagnée par les blancs, vu qu'après, par exemple, A4, ils vont gagner un des deux pions. S'il y a pion prend A4, le pion A6 va être perdu, et s'il n'y a pas pion prend A4, le pion B5 va être perdu. Oui. Donc les blancs ont gagné du côté de l'Eldam, c'est clair, et donc il faut que les noirs contre-attaquent du côté de l'El-Roi. Donc cavalier H4, c'est fait, double attaque sur le pion G2, avec les deux cavaliers, et il y a une faute à ne pas faire, Laurent, c'est G3. Voilà. Qui aurait été possible, mais qui perdait donc après le coup cavalier H3. Puisque maintenant il y a la dame, cavalier H3, échec, échec au roi, le pion F2 va être en prise, bref, une catastrophe. Tout s'écroule et c'est terminé très très vite. Donc ça, c'est un petit piège. Donc après cavalier H4, les noirs gagnent un pion, puisqu'on ne peut pas défendre le pion G2. Donc tour E3, boum, on pique G2, tour G3, cavalier H4. Alors on peut se demander pourquoi Svidler a monté sa tour en G3. Et bien maintenant, on s'aperçoit en fait que les deux cavaliers en H4 et F4 sont emmêlés tout seuls, tout simplement. Et il n'y a plus d'attaque du tout pour les noirs. Ils ne peuvent plus rien rapatrier du tout, et ça va être donc l'attaque à l'aile dame, c'est-à-dire l'attaque de l'autre côté, côté droit de l'échiquier, côté gauche de l'échiquier, avec A4 qui arrive. D'ailleurs, ça arrive tout de suite, A4,
Dame G6, là les noirs ne savent plus comment attaquer, donc pour l'instant Fiedler a fait un beau sacrifice de pion, on va dire. Tout à fait. Fou C2, fou F6. H5, donc là, attaque. La partie... Oui, essaie d'attaquer. Essaie d'attaquer, ouais, plus précisément. Tour B7, tour H8. Tour D7, ah oui, alors Fiedler il a un plan, là, il a ramené sa tour comme ça, il a pris B5, maintenant il veut aller prendre le pion D6, nouvelle cible. Pion prend G4, dame prend G4, dame H7, alors là, ça y est, la batterie est installée, donc il y a beaucoup de retournements de situation dans cette partie, c'est ça qui est assez agréable, c'est qu'on se dit les blancs sont gagnants, après on se dit, bah tiens finalement, il y a 2 cavaliers plus une batterie dame tour qu'on voit ici, il va se faire mater. Et en fait non, Fiedler a tenu, roi F1, cavalier G6, et le roi s'en va, oui tout à fait. Tour prend D6, il n'y a pas d'attaque en fait. Dame H1 échec, tour G1, et là, il n'y a plus rien tout simplement. Peng joue Dame H3, échange les dames. Ensuite, c'est la catastrophe. C'est tout simplement la catastrophe, c'est-à-dire quand on a une position d'attaque et qu'on n'arrive pas à la conclure, eh bien ça ne se passe en général pas bien. Après Dame H3, l'autre a échangé les dames évidemment, Dame prend, et ensuite il a amené son pion D à Dame, donc c'est une transformation assez basique. Avec la paire de fous et un pion de plus, ça devrait aller. Et le cavalier en C6, assez monstrueux. Il n'y a plus de problème s'il n'y a pas de mat. Et vu qu'il n'y a plus les dames, voilà, c'est bon. Sans les dames, il n'y a pas de mat. Donc ici, Fiedler a gagné cette partie. Ensuite, il est revenu dans la semi-rapide. Donc on peut se demander si le meilleur moyen de gagner une partie, quel est-il tout simplement? Quand on a les pièces blanches et qu'on est obligé de gagner, est-ce que la méthode de Fiedler est vraiment la bonne? De laisser, de jouer quelque chose de tranquille. Là, en l'état, c'était assez tranquille. On dirait même qu'il a laissé le venir son adversaire. De plus en plus nerveux, essayer de jouer sur la nervosité de son adversaire, c'est peut-être pas mal. Surtout que Peng est moins fort que Fiedler, donc c'était un peu un exploit. Et donc c'est vrai que c'est pas mal à mon avis de faire durer la partie, de jouer assez technique et comme ça, on voit que Peng, il a joué des... Enfin, remarque, il a pas si mal joué, mais disons qu'il a montré sa nervosité quand même. Effectivement, il a fini par craquer très vite dans les parties semi-rapides. Match suivant, c'était le match Adams contre Yarmolinski. Alors Adams, on dirait un métronome pour l'instant. Il a joué 2 matchs. À chaque fois, il a fait 2 nuls dans les parties longues et à chaque fois 2-0 dans les semi-rapides. C'est-à-dire qu'il joue simplement, lui, pour le match semi-rapide. Yarmolinski, c'était un peu la surprise américaine, puisqu'il est américain, donc Alex Yarmolinski. Il avait remporté les 2 premiers matchs tranquillement. Et là, tout à fait, il jouait contre Adams. Donc Adams, c'est qui est très fort en semi-rapide, hein. Ouais. Moi je sais de quoi je parle. Donc, ah oui, puisque je crois que tu as joué contre Adams au Grand Prix de Bordeaux. Je crois aussi. Donc oui, j'avais perdu la première, j'avais fait nul dans la seconde, mais c'est vrai qu'il est impressionnant, il joue des coups naturels et bons très, très rapidement, donc c'est assez désagréable, c'est ce qu'il faut en semi-rapide, quand on joue des coups forts et en les jouant vite, c'est quand même pour l'adversaire c'est pas facile, et donc ça ne m'étonne pas du tout qu'en semi-rapide, il surclasse ses adversaires. Effectivement, Michael Adams, toujours extrêmement fort, extrêmement calme, et en extrêmement plus, posé. Il a des nerfs d'acier. Oui, ça c'est sûr. C'est probablement le joueur le plus décontracté, le plus relâché du circuit, et pourtant il est bouillonnant, il est extrêmement impressionnant, Michael Adams. Tous les tournois à élimination directe, ça lui réussit très bien. Rappelons son historique dans ces championnats du monde. Il avait été, alors que je dise pas de bêtises, en finale la première édition contre Vishwanathan Anand. Deuxième édition, il avait été éliminé en demi-finale contre Akopian. Voilà. Donc une finale, une demi-finale, beau score, impressionnant, probablement un très meilleur régulier. score d'ailleurs. Meilleur score parmi les deux. Oui. À part Anand, qui l'a joué qu'une fois et qui a été jusqu'en finale. Donc Adams toujours là. Ensuite, il y a eu la partie Morozevich-Vladimirov. Morozevich, c'est le gros favori, numéro 2 de ce tournoi au classement Elo FIDE. Ah oui. Très surprenant. Il a gagné des points. Il est très jeune, il est russe. Il est extrêmement fort. Effectivement, il fait office de gros favori dans ce match contre Vladimirov. Vladimirov. Oui. Et il confirme. Oui, tout à fait. Vladimirov n'est pas très connu, hein, mais il a quand même 2600, donc c'est un très bon joueur. Il est kazakh, comme Vladislav Kachev. Et donc c'est vrai qu'il a beaucoup de talent. Je sais pas, je crois qu'il a battu un fort joueur au tour d'avant. Il avait battu, je me rappelle plus exactement. Alors, il a battu Barwa et c'est tout. Et Almazy. Voilà, ça. Donc il a battu Almazy. Donc Almazy qui était quand même un des gros outsiders. Donc il a battu Almazy, donc ça prouve que quand même c'est un très bon joueur. Très très bon joueur. Donc là, il était opposé à Morozevich, tête de série. Première partie, il perd. Et deuxième partie, effectivement, avec les pièces blanches, il n'arrive pas à revenir. Morozevich allant même jusqu'à sacrifier la dame dans une position extrêmement compliquée. Donc Morozevich, il ne s'est pas posé de questions. Lui, une nulle lui suffisait. Il était un petit peu mieux, il sacrifie la dame.
Voilà, mais disons que le sacrifice de dame, je crois, lui assurait au moins la nulle, vu qu'il avait certainement de meilleures chances. Donc je sais pas, c'est pas très clair. C'est pas tout à fait évident. En tout cas, Morozevich est passé, Vladimirov éliminé. Ensuite, on avait le match Vladislav Tkachev contre Kasimdzhanov. Donc ça, on en a parlé. Vladislav Tkachev, le français d'adoption, il est kazakh, mais il est sur la liste Elo française. 2 nuls dans les parties rapides. Comme disait Laurent, c'est de la gestion de tournoi. Enfin, 2 nuls dans les parties longues, 2 journées de repos. Il joue en partie rapide et première série, eh bien, Vladislav avec les blancs fait nul. Deuxième partie, il a les noirs, il gagne. Voilà, enfin disons qu'avec... Oui, c'est pas très important. En partie rapide, avec les noirs, c'est pas comme en partie longue, on a beaucoup plus de chances de gagner vu que c'est du jeu rapide et donc il y a beaucoup plus d'erreurs. Donc l'avantage d'avoir le trait est beaucoup moins important en partie rapide. Tkachev, donc, il est passé. Tout à fait. Ça, c'est bien. Maintenant, alors là, il y a vraiment la surprise. Alors, j'étais stupéfait. Encore une surprise, il y en a beaucoup. C'est Grichuk contre Serper. Serper, c'est un fort grand maître russe qu'on connaît depuis assez longtemps. Et Grichuk, ce qui m'a le plus surpris, c'est sa date de naissance, puisque Laurent, il est né en 1983. Ça veut donc dire qu'il a 17 ans. Oui, mais moi je le savais depuis longtemps. Hein. Moi je connais. Moi Grichuk, je l'ai vu quand il jouait à moins de 10 ans. Hein. Donc pour moi Grichuk, c'est vraiment pas. Je le connais depuis. J'ai l'impression de le connaître depuis que je suis né. Quoi. Donc, et puis j'ai toujours vu bien jouer. Et bon, c'est vrai, j'ai joué plusieurs fois contre lui. J'ai fait 2 nuls, 1 perte. Et c'est vrai que c'est un très bon joueur. Il a toujours été très sérieux. Et il est considéré par les Russes comme le meilleur espoir de la nouvelle génération. Et c'est vrai qu'il est vraiment très fort. Il est très impressionnant. Il joue très détendu et il joue assez vite. Donc ça veut dire qu'il est sûr de lui. Donc je pense qu'il peut aller. Et en plus, il a un appariement assez favorable au prochain tour. Donc il peut aller très loin. Je pensais qu'il pouvait déjà passer quelques tours cette année et qu'il serait plus dangereux les prochaines années. Mais là, il est déjà très dangereux et il peut battre n'importe qui. Alors pour l'instant, c'est bien parti. On va montrer, parce qu'il a fait un très très beau sacrifice contre Serper, donc on va vous le montrer. Sacrifice vraiment impressionnant. C'est une petite série de 3 coups, on va y passer. Alors 1983, ça veut dire qu'il a le même âge que Bacrot et que Ponomariov. Tout à fait. Donc vraiment, alors que Bacrot est éliminé, Ponomariov aussi, Grichuk est le dernier survivant des jeunes. Donc on va passer tout de suite sur la position. On peut noter que Grichuk a battu Ponomariov plusieurs fois. Hein, et un score largement positif contre Ponomariov. Contre Bacrot, il n'a jamais joué, je pense, ou dans les catégories vraiment très jeunes. Et donc, je pense que c'est vraiment... on parle beaucoup de Ponomariov et Bacrot, mais je crois qu'il est vraiment très fort. Et qu'il est au moins, à mon avis, il est au moins aussi fort que Bacrot et Ponomariov. C'est possible, en tout cas ici il l'a prouvé, puisqu'il a prouvé qu'il était même plus fort. Il a un style d'attaque très dangereux avec les blancs. Les derniers coups de Grichuk, c'est de monter la tour en E3. Serper a mis joué dame B6, peut-être un petit peu légèrement. Alors maintenant il y a tour H3, donc on voit la tour et la dame qui menace de venir sur la case H6. On voit qu'il a mis toutes ses pièces à l'attaque, le fou également est présent. Le cavalier peut sauter sur la case D5, c'est pas mal. Il y a des belles perspectives d'attaque. Donc là, déjà, la menace, c'est mat en quelques coups. Donc il faut jouer, enfin en tout cas, a été joué le coup H5. Là, on se dit, ça tient, pas de problème. Au prochain coup, les noirs peuvent jouer tour H8 pour renforcer la défense. Il y a égalité matérielle, donc la partie est normale. Et en fait, pas du tout. Parce que là, Grichuk joue un coup vraiment inattendu. Oui, enfin, c'est quand même un coup qu'on regarde, mais on a l'impression que ça fait que nul. On a l'impression que ça fait que nul. Tour point H5, donne une tour. On réitère, cela dit au passage, la menace dame H6. Voilà. Donc le cadeau doit être accepté. Puis on prend H5. Cadeau empoisonné. Dame G5 échec. Oui. Le cadeau grec. Oui. Roi H8. Dame prend H5 échec. Roi G8. Roi G7. Et là on se dit effectivement les blancs vont faire nul avec Dame G5, Dame H5. Sur ces deux cases, pendant que le roi noir va rester sur ces deux-là. Mais non. Dame G5 échec. Bon alors effectivement on peut répéter quand même. Et maintenant tour E1. Ouais, l'idée simple et forte, tour E3, tour H3. Qui a l'air assez... Ramène encore une pièce à l'attaque. Tour H3 mat en fait. Voilà. Puisque ça sera avec, sur 2 colonnes. Donc ça c'est la menace. A noter que si les noirs jouent tour G8, un peu aventureusement, Dame H6 mat. Le baiser de la mort. Non, pas tout à fait. Le baiser de la mort, ça aurait été Dame H7 mat. Ah d'accord. Ouais. Ah. Effectivement, c'est pas pareil. Voilà. Donc dans cette position, qu'est-ce qu'il aurait pu défendre aussi? C'est le coup Dame C5. Voilà, mais ça change rien. Dame C5 était possible. On fait échec, Roi G8 et tour E3. Tour E3 ou E5. E5 au passage, oui, je me suis un peu embrouillé. Menace fou H7 suivi du mat, qui est totalement imparable. C'est-à-dire que le fou se réveille dans cette position et c'est fini.
Donc voilà, ça c'était les 2 coups de défense a priori évidents. Après tour 1, pour éviter le passage de la tour. Et d'ailleurs, E5, pourquoi ça marchait pas au coup d'avant? La dame ici, soit la tour en G8. C'est une question qu'on peut se poser. Oui. À la place donc de tour 1. Oui. Je ne sais pas. Je pense que Gretschuk l'avait vu. Peut-être le coup F5. Enfin, là, on ne va pas embrouiller nos internautes. Déjà, juste pour leur expliquer que c'est un sacrifice de destruction. Donc, vous avez vu, on a pris les 2 pions, on menace tour E3. Et là, il n'y a pas d'autre défense que de jouer cavalier E5 et se résoudre après tour E3 à jouer dame prend tour. Voilà. Donc, tout simplement, si on fait un bilan, après dame prend E3, eh bien, il y a 2 pions. 2 tours, normalement, c'est plus fort qu'une dame. Et là, avec les 2 pions, c'est horrible. Le roi qui est très faible, c'est le cauchemar pour les noirs et il a perdu sans surprise. Donc, on revoit l'image au ralenti. Tour H3, voilà. H5, et là le sacrifice de destruction, tour prend H5, et après pion prend dame G5 échec, et ensuite la suite on la connaît, on ramène l'autre tour en jeu, dame prend H5, roi G7, dame G5 échec, roi H8, tour E1, et c'est terminé, plus de défense. Donc voilà, belle victoire de Gretschuk dans un beau style d'attaque, effectivement Laurent, joueur donc extrêmement prometteur. Oui, il est très solide avec les noirs et très agressif avec les blancs, ce qui est dangereux, d'accord, parce qu'il peut perdre avec les blancs, mais bon, quand ça marche avec les blancs, c'est tout bon, quoi. Tout bon. Voilà. Elvest Movsession, c'est le match suivant. Elvest très très chaud en semi-rapide, puisque après Ivanchuk, eh bien, il bat Movsession facile. Voilà, alors lui, c'est vraiment lui contre Ivanchuk, il a souffert la première partie avec les noirs. Et avec les blancs, il avait fait nul en 5 coups, je me rappelle. Donc ça veut dire que lui, il joue vraiment les semi-rapides. Ouais, il est là pour venir en semi-rapide. À noter que Elvest, donc tu m'as dit Laurent, aux Olympiades avait tendance à boire beaucoup. Surtout vers la remise des prix. Surtout vers la fin, c'est-à-dire c'est un joueur qui a l'alcool facile. Mais là, bon, pour le championnat du monde, eh bien, il fait un effort. En tout cas, je pense que Elvest, très peu connu, mais en pleine forme, il vient de passer Movsession et donc il est au 3e tour qualifié. Barayev contre Alexandrov, facile. Barayev s'est qualifié. Bon, à noter que c'est un joueur pas très connu en face, Alexandrov. Donc 2 victoires directes en partie longue. Évidemment, quand on gagne la première. Si l'autre est sportif, il essaie absolument de gagner la deuxième, et s'il n'a pas la position pour gagner la deuxième, eh bien voilà ce qui arrive. Et oui. Gulko, le vétéran du tournoi, il a 53 ans maintenant. Non, il est né en 53, que je ne dise pas de bêtises. C'était peut-être d'ailleurs le match des 2 vétérans. Contre Vasily Parashvili. Oui, c'était peut-être les 2 vétérans, probablement d'ailleurs. Donc là, une fois de plus, la loi a été prouvée. Quand on perd la première avec les blancs, eh bien, on ne revient pas dans la deuxième. Ah oui, non, Gulko facile, il a verrouillé après sa victoire avec les noirs, et puis il n'y a pas eu aucune chance pour Vasily Parashvili, rappelons en 5 secondants de Kasparov. Gelfand-Piquet, très belle victoire de Boris Gelfand dans la première, avec une très belle percée de pion. Et dans la deuxième, Piquet avait les blancs mais n'a pas réussi, n'a pas trouvé le chemin pour revenir. Donc... Gelfand, à l'image de ses bons résultats dans les derniers tournois, je pense que c'est un des favoris de l'épreuve. Gelfand qualifié. Shirov-Gurevich, 2 très bons joueurs. Shirov extrêmement bon joueur, hein, puisqu'il est 4e mondial. Il a battu Kramnik en match. Gurevich, c'est l'ancien secondant de Kasparov. Il a été numéro 3 mondial dans les années 80. Donc très bon joueur. Nul dans les parties longues. Shirov gagne le premier semi-rapide, Gurevich revient, donc un partout. Et ensuite, Shirov gagne encore, mais Gurevich ne revient pas. On peut remarquer que ce sont 2 joueurs très forts avec les blancs, et c'est pas étonnant qu'il y ait eu plusieurs victoires, chacun avec les blancs, parce qu'avec les blancs, ils mettent vraiment la pression. Et c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu plus faibles avec les noirs. Donc nous avons fait le tour de tous ces matchs. Maintenant, quelques petites statistiques avant de vous donner les appareillements. Les seuls joueurs qui n'ont pas fait de semi-rapide, il n'y en a plus que 5. Anand, Leitao, Morozevich et Gelfand. Pour l'instant, ils font des sans faute, c'est-à-dire qu'ils gagnent leur match. Et Topalov, non, tu l'as dit Topalov aussi. Oui. Topalov aussi, donc oui, je l'ai dit, Topalov. Anand, Leitao, Topalov, Morozevich et Gelfand. 5 joueurs, donc voilà. Sur les 16 survivants donc, au 3e tour, il y en a 5 seulement qui sont issus des qualifications. C'est-à-dire qu'il y en a 11 qui sont arrivés au 2e tour. Ah d'accord. Puisque les têtes de série arrivaient au 2e tour. Donc il y en a 11 comme ça, et 5 seulement qui sont passés. Et Masieja, la grosse surprise du tournoi, c'est le joueur qui a joué le plus de parties, puisqu'en comptant les semi-rapides et les blitz, il en est déjà à 18 parties jouées. Le teigneux. Ce qui est pas mal. 18 parties jouées, il en gagne 6, il fait 10 nuls et il en perd 2. Donc Masieja, finalement, il en veut pour son argent. Il joue beaucoup. Maintenant, on va passer aux appareillements du prochain tour. Ça va être complètement explosif ce prochain tour. Justement, Masieja, puisqu'on en parle, sera opposé à Anand. A priori, Laurent, en pronostic. Je pense que Anand a une grosse cote. Hein. Vraiment, il est vraiment un gros favori. Et pauvre Masieja qui a joué 18 parties en plus, ne doit pas être dans un état de fraîcheur extrême. Et donc, ça va être très dur pour lui. Donc pour toi, Anand, est-ce que c'est le favori de l'épreuve déjà, en général? Je sais pas, mais disons que oui, c'est probablement le favori de l'épreuve, oui. En plus à domicile, donc oui.
C'est le favori. Anand à domicile, donc contre Massieja, ça va. Kalifman, alors là, il a entre guillemets une journée de repos, puisque après l'écho, jouer Leitao, c'est quand même une bonne nouvelle. Tout à fait. Alors Leitao va-t-il continuer à nous surprendre, hein, puisque pour l'instant il a sorti 2 Français, est-ce qu'il va sortir notre chouchou chouchou diagonal, donc Alexander Kalifman pas sûr, en tout cas voilà le match, Kalifman-Leitao. Topalov-Drayev, c'est pas un match super ça. Non, c'est un match où Drayev, il va essayer de, je sais pas ce qu'il va essayer de faire, mais ça va être dur pour lui à mon avis. Donc Topalov gros favori. Ouais, Topalov grand favori parce que Drayev va défendre et s'il arrive à faire une petite contre-attaque, à placer une contre-attaque, c'est comme en boxe, le mec qui se défend toute la partie et après qui arrive à placer un uppercut sur la fin, peut-être qu'il peut gagner. Donc les surprises sont possibles, de toute façon c'est 2 excellents joueurs, c'est clair. Le plus beau match à venir, évidemment, ce sera le match Svidler contre Nataf. Contre Adams. Contre Adams. Décidément, je vois Igor Nataf partout, mais Svidler contre Adams, contre Michael Adams, ça va être superbe. Là c'est difficile de donner un favori parce que tout peut arriver dans ce match. Tout à fait. Tout peut arriver, donc espérons, enfin on aime bien Adams, enfin on aime bien Svidler aussi. Hein. De toute façon c'est que des beaux joueurs, on les aime bien. Morozevich contre Tkatchev. Est-ce que Tkatchev peut créer la surprise? Ça va être très dur pour lui, à mon avis. Morozevich à mon avis, est plus fort. Mais bon, on verra, peut-être. On sait pas, dans les matchs en 2 parties, tout peut arriver de toute façon. Mais bon, Morozevich est quand même favori. Grichuk, Elvest. Donc là, Grichuk, hein, gros favori. Favori, énorme favori. Barayev, Goulko, Barayev favori, puisque Goulko est arrivé là à l'arrache. Et Gelfand-Chirov, extrêmement beau match. Ça va être probablement un des plus intéressants. Avec le match Svidler-Adams. C'est les 2 matchs phares qu'on suivra la semaine prochaine dans Diagonale. Donc on vous donne rendez-vous vendredi soir à 22h pour le 4e tour. Merci de nous avoir suivis.